OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de programmation orientée aspect et d'API déclarative et de comment on peut se servir de ces outils-là pour répondre à certains besoins dans nos logiciels. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser le problème avec vous et je vais aller à Microsoft Paint, la version de Windows 95. Si je suis capable de me servir de ma souris. OK. D'habitude, quand on structure nos applications, on les structure selon ce qu'on veut changer le plus facilement ou selon les séparations logiques dans nos applications. Une division, disons, typique qu'on a dans les applications back-end, c'est la division en couches, où on va avoir une couche de présentation qui est ici, où on va avoir une couche d'application qui est ici, et où on va avoir une couche de domaine. Donc, c'est une division, on pourrait dire, verticale. Par contre, souvent, quand on développe les applications, on va rencontrer des responsabilités ou des concerns qui sont transversales, qui ne vont pas dans la même direction que la conception de notre application. Donc, qui vont aller carrément de gauche à droite. Et là, on parle de choses comme du tracing, des métriques, de la sécurité, du caching, des retries, des transactions. Donc, des choses qu'on va vouloir appliquer un peu partout dans notre application et qui ne suivront pas la division selon laquelle on a conçu notre architecture. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour intégrer ça dans notre application sans tout pourrir notre code, sans polluer notre code avec une responsabilité qui ne va pas dans le bon sens? Bien, c'est le genre de choses à laquelle la programmation orientée aspect peut nous aider. Donc, retournons dans mes diapositives. Les responsabilités transversales qu'on va souvent pouvoir intégrer avec la programmation orientée aspect, c'est des choses comme du logging, du tracing, des métriques, de la sécurité ou de l'autorisation, du caching, de l'audit ou des retries. Et donc, aujourd'hui, on va explorer ça, puis on va l'explorer dans 3 langages, Java, TypeScript, Python, à travers d'une étude de cas que moi, j'ai tirée de ma pratique professionnelle. Avant de vous présenter l'étude de cas, juste un petit peu d'histoire pour dire ça vient d'où l'AOP. Le terme vient de chez Xerox en 95-96, donc c'est à peu près en même temps que le langage Java est né, c'était en 95. Et le premier article scientifique qui en fait mention date de 97. Aujourd'hui, la terminologie que je vais utiliser pour parler des éléments de l'AOP, c'est celle de AspectJ, qui est je pense, le plus gros framework d'AOP utilisé dans l'industrie, c'est en Java. Ça date de 2001. C'est un outil très, très puissant et aujourd'hui qui est encore utilisé, mais qui est utilisé de manière beaucoup plus restreinte parce que vous allez voir, l'AOP, quand on va vers les extrêmes, il y a aussi des inconvénients. Merci à Vincent de hocher la tête. Tu me fais un petit warm, fuzzy feeling. Donc, les termes qu'on va voir aujourd'hui, on va parler d'aspect. Un aspect, c'est une responsabilité transversale, celles qu'on a vues qui vont de gauche à droite, puis pas dans le sens de notre application. Un advice, c'est un comportement arbitraire qu'on va vouloir ajouter à notre programme. Par exemple, le fait d'incrémenter une métrique ou le fait de commencer, de terminer une span de tracing. Donc, on va appeler ça un advice. Un join point, c'est un endroit dans notre application où on va vouloir joindre ou ajouter un advice. Dans tous mes exemples aujourd'hui, les join points, ça va être des méthodes. Par contre, il y a certains frameworks d'AOP qui permettent d'avoir des join points, par exemple, quand on accède à une variable d'instance. Donc, l'accès à une variable d'instance, on va pouvoir l'instrumenter aussi. Et finalement, le dernier mot qu'on va voir, c'est un point cut. Point cut, c'est une expression qui va nous permettre de sélectionner des join points. Donc, c'est une expression qui va dire, oui, exactement, c'est une expression qui va dire, cet advice-là, je veux l'appliquer à tous les join points qui satisfont à tel et tel critère. On va en voir des exemples. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet à notre étude de cas. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi et un problème qu'on a réglé avec de l'AOP en Java, mais on va voir aussi qu'il y a une manière de s'en tirer de manière similaire en TypeScript, en Python et aussi dans d'autres langages. Donc, on va imaginer qu'on est face à un système patrimonial, du legacy, puis pas nécessairement parce que c'est du legacy, mais c'est aussi un système qui est très mal écrit, qui n'a pas de test,
qu'on comprend mal et qu'à chaque fois qu'on y touche, il y a de quoi qui brise. Donc, nécessairement, quand on touche à des logiciels comme ça, on veut éviter de modifier le code existant le plus possible. Donc, tout à coup, on a un besoin qui nous arrive et le besoin, c'est d'auditer plusieurs dizaines, voire des centaines de méthodes. À chaque méthode qu'on va vouloir auditer, la logique, c'est la même. C'est de sauvegarder un audit dans un système externe avec deux choses. Un type d'audit, dans ce cas-ci, on va mettre create ou delete, et un ou plusieurs ID d'utilisateurs. Et les ID d'utilisateurs sont toujours présents dans les arguments de la méthode. Des fois, on a une string user ID, mais des fois, on va aussi avoir une liste de string user IDs où on va avoir un objet qui contient un user ID, ou on va avoir un objet qui contient une liste de user IDs, ou on va avoir une liste d'objets qui contiennent une liste d'objets qui contiennent des user IDs. Donc, les ID à auditer sont toujours présents dans les arguments, mais pas nécessairement au top level, pas nécessairement toujours dans le même format. Donc, j'aimerais vous montrer, premièrement, comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là en utilisant un design pattern de Gang of Four, qui est le design pattern qui s'appelle décorateur. Suivez-moi dans mon IntelliJ, où on va regarder le package qui s'appelle décorateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça ne dit rien, le design pattern décorateur? Oui, non, peut-être. OK, bien, tant mieux. Je pense que mon exemple va être assez clair pour que vous ayez une assez bonne idée. C'est quelque chose qui est super utile quand vous travaillez avec des applications d'entreprise. Donc, vraiment un bon outil à avoir dans son coffre à outils. Ici, on a une interface qui s'appelle Payment Service. Je vais wrap. Donc, une interface qui s'appelle Payment Service et elle a une méthode qui s'appelle Pay. Pour l'instant, on fait abstraction de ça, mais une méthode qui s'appelle Pay. J'ai un Default Payment Service qui implémente Payment Service, puis tout ce qu'il fait, c'est loguer Processing Payment. Ensuite, pour ajouter mon comportement d'audit, ici j'ai fait de quoi de vraiment simple parce que le but, ce n'est pas d'avoir une feature extraordinaire, c'est juste de démontrer la structure du code. Je vais avoir un deuxième, en fait un décorateur, qui est un objet qui implémente Payment Service, donc qui peut agir tout comme un Payment Service. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il va déléguer à un vrai Payment Service, donc à une vraie implémentation. Puis ensuite, il va juste loguer Auditing Payment. Il va ajouter des comportements arbitraires, dans ce cas-ci, des comportements d'audit. Donc, c'est ça un décorateur. C'est juste quelque chose d'autre qui implémente la même interface puis qui délègue en ajoutant des comportements arbitraires. Quand on faut que je me souviens plus comment aller mon test. Oui. Quand on regarde du point de vue de l'utilisateur, donc dans mes tests, ce qu'on voit, là c'est tannant, je vais faire un wrap là-dessus. Ce qu'on voit, merci. Ce qu'on voit, c'est que du point de vue de l'utilisateur, le décorateur n'existe pas. Il est transparent. Il n'est pas déclaré. Donc, ici, on voit que la méthode create, on ne sait pas ce qu'on reçoit, puis c'est elle qui va être responsable, d'une manière transparente, de retourner un Default Payment Service puis de l'emballer dans un Auditing Payment Service. Donc, j'attire votre attention sur cette transparence-là parce que c'est une épée à double tranchant. Autant c'est le fun d'avoir des objets dont on peut se servir avec une interface très simple, qui ont beaucoup de comportements qui vont leur être ajoutés, autant ça peut être dangereux parce que des fois, on a tendance à oublier ce qui se passe ou on peut avoir des comportements qui sont un peu mystérieux. Moi, personnellement, il y a quelques semaines, j'ai fait une grosse migration dans un de nos services et il y avait des décorateurs et je n'ai pas vu à quelle place les décorateurs étaient déclarés. Je ne savais même pas qu'ils étaient déclarés et j'ai failli pousser une régression en prod parce que j'avais oublié de migrer ces décorateurs-là. Donc, d'avoir quelque chose de transparent, c'est bien, mais ça peut aussi jouer contre nous. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que si je retourne à Auditing Payment Service, ici, j'ai dû écrire un décorateur au complet simplement pour Payment Service. Mais je vous ai dit qu'on avait des dizaines, peut-être des centaines de méthodes à auditer. Donc, ça serait vraiment tannant pour chacune de ces classes-là d'avoir à implémenter chaque méthode et à simplement déléguer celles qui ne font rien. Ça empêcherait aussi, c'est pas flexible parce qu'on ne pourrait pas écrire une librairie qui dit « moi, je te donne quelque chose » qui audite et qui fait des décorateurs magiquement parce que
les interfaces vont être du côté de l'utilisateur, alors que la logique, le code d'Audi va être du côté de la librairie. Donc, c'est quelque chose auquel on peut remédier. Je veux juste voir si j'avais quelque chose d'autre à dire. Non, je pense que c'est tout. Alors, j'aimerais vous montrer comment on peut remédier à ces désavantages-là en regardant comment on peut se servir de l'AOP. Et là, je vais vous montrer un exemple très simple, puis peut-être que vous allez dire « Ah, je sais c'est quoi ». Si c'est le cas, tant mieux, mais il y a quand même des petites subtilités qu'on va regarder. Donc, regardons, c'est pas ici que je voulais vous amener, regardons mon User Repository. Et mon User Repository a deux méthodes save qu'on va auditer en ajoutant des annotations dessus. L'annotation sur la première méthode va dire audited, on audite l'action save et le user ID qu'on va auditer, c'est DI's user ID. Donc, plusieurs éléments. Pardon, je passe au travers avec vous. Le premier élément, c'est l'annotation. Les annotations à Java, il n'y a pas de code exécutable dedans, contrairement à ce qu'on retrouve en TypeScript ou Python. Si je vais voir c'est quoi mon annotation, c'est juste ça ici, c'est moi qui l'ai écrit. Tout ce que ça contient, c'est une action qui est une enum, puis une expression. L'expression que j'y ai donnée ici, on voit DI's user ID. Et DI's user ID, c'est une syntaxe dans un langage embarqué, un DSL qui s'appelle SPEL pour Spring Expression Language. C'est quelque chose qui vient avec Spring et qui sert à faire des petits trucs du genre. Dièse dit l'identifiant qui suit le dièse, c'est une variable qui est accessible à l'expression. Et dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré que tous les arguments à la méthode save, à chaque fois qu'elle va être invoquée, vont être accessibles à la petite expression qui est ici. Donc, on dit littéralement, on audite save avec le user ID. Moi, personnellement, je trouve ça super expressif. C'est aussi pas invasif parce que tout ce qui reste dans notre méthode, ça va être notre logique d'affaires. Donc, un programmeur qui est habitué à avoir du Java, qui va voir ça, il va dire, moi, je lis la méthode parce que je sais que le code important est là. Et si je veux savoir le contexte, bien, je vais aller lire les annotations qu'il y a au-dessus. Ça fait aussi que c'est flexible parce qu'on peut écrire une librairie dans laquelle il y a une annotation puis qui peut être mis un peu partout sans avoir à réimplémenter des décorateurs pour chaque type qu'on instrumente ou à déléguer les méthodes qu'on ne veut pas instrumenter. Et c'est aussi flexible parce que si on regarde ma deuxième méthode ici, on ne reçoit pas une string, mais on reçoit plutôt un users DTO qui, lui, est un objet qui contient une liste d'objets qui contiennent à leur tour des user ID. Et donc, c'est la même chose, sauf que dans notre expression, on va dire usersDTO, qui est mon paramètre ici, .users, et pour chaque user, on va extraire le user ID. Ici, c'est juste une petite syntaxe particulière qui est propre à Spell. Regardons maintenant comment est-ce qu'on implémente ça, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de code exécutable dans une annotation en Java. Si on va voir ma classe qui s'appelle AuditAspect, ici, là, il y a beaucoup de code qui est propre à Java et que si vous ne faites pas de Java et que vous ne comptez pas en faire prochainement, bien, prenez-le un peu plus comme une présentation stylistique. Vous n'avez pas besoin de retenir tous les noms, les longs mots par cœur. Mais ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que j'ai un aspect qui est même annoté aspect avec un advice. Mon advice, c'est celui-là ici. C'est toute la méthode au complet et il va rouler. On dit after returning, il va rouler après les join points qui sont identifiés par le point cut qui est dans mon expression ici. Donc, beaucoup de mots. Join point, c'est la méthode, c'est le comportement que je vais ajouter à... Non, pardon, advice, c'est la méthode, c'est le comportement que je vais ajouter à mes join points. Point cut, c'est l'expression qui sélectionne tous les join points. Ici, mon point cut est super simple. Il dit, je veux que ça roule à chaque fois que le point cut est annoté avec l'annotation qui a ce nom-là, dans ce cas-ci, l'annotation audited. Le point cut pourrait aussi se référer seulement à des noms de méthodes plutôt qu'à des annotations. C'est quelque chose que j'ai déjà eu besoin de faire. Encore une fois, quand on travaillait avec du legacy, on avait une immense interface, puis il fallait instrumenter toutes les méthodes. Je pense qu'il commençait par save. Donc, on a simplement écrit un point cut qui disait quelque chose comme, execution, Astérix, puis là, c'est un DSL qui n'est pas super agréable, mais ça ressemble un peu à ça.
Puis ça dit, en fait, c'est un point code. C'est juste une autre manière de choisir des join points. Donc, je regarde l'advice avec vous. Vous n'avez pas besoin de retenir tous les mots au complet, mais ce que ça fait, c'est que ça parse l'expression qui est dans la notation, ça bind les arguments à l'expression, puis ensuite, ça envoie les arguments avec l'action qui est dans la notation à notre audit service. C'est tout ce que ça fait. Remarquez ici que mon advice va rouler après la méthode. Par contre, j'aurais aussi pu choisir d'avoir un proceeding join point ici. C'est encore de la terminologie de Spring, où j'aurais pu moi-même invoquer la méthode. Et à ce moment-là, j'aurais pu faire, par exemple, un aspect un advice qui s'appelle, une annotation qui s'appelle twice. Et ça aurait été super facile. J'aurais juste eu à faire ça, puis chaque méthode annotée aurait roulé 2 fois. OK, donc je pense que ça fait le tour de ce que je voulais dire sur Spring. Je regarde mon minutage. Est-ce que je voulais dire d'autres choses? Est-ce que ça a du sens? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose, des choses que j'ai oublié de dire ou peut-être des choses pas claires? Oui? Dans ton annotation, où tu avais mis audited. Oui. Mettons que ton objet il change, ça va te mettre d'erreur de type type. Exactement. C'est un super bon point. Si ici, par exemple, le nom de mon paramètre change, je n'aurai pas d'erreur de compilation parce que c'est un langage qui est dynamiquement typé, qui est compilé et exécuté au runtime. Donc, je vais avoir une erreur au runtime, effectivement. On va voir, TypeScript fait ça de manière différente. On va voir justement la différence. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? OK, parfait. Juste pour vous montrer, là, je vais vous montrer le test qui vient avec ça, juste pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de vous mentir et que ça marche pour de vrai. Donc, j'ai monté un petit test ici qui est un test Spring. J'ai testé trois choses. J'ai testé la première méthode, j'ai testé que le user service était appelé. Le audit service, j'ai testé la deuxième méthode et j'ai testé que pour chaque argument, le audit service était appelé une fois. Puis ensuite, j'ai testé que quand mon repository lance une exception, mon audit service n'était pas appelé. Donc, ce n'est pas parce qu'on programme dans des annotations qu'on ne teste pas ce qu'on écrit. Puis justement, parlant de test, je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que quand on a en Java des annotations comme celle-ci, on est aussi capable de tester en isolation notre logique d'affaires et la logique d'Aspect-Oriented Programming, parce que ça va être pris en charge par le framework. Si on fait un test unitaire qui ne part pas le framework, on va juste avoir ce qui est à l'intérieur de la méthode. Donc, ça fait encore en plus des tests plus légers. Maintenant, je pense que j'ai vraiment tout dit ce que je voulais dire. Allons voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire en TypeScript. En TypeScript, j'ai fait à peu près... Oh oui, Anthony, s'il te plaît. J'ai une question par rapport, mettons, à c'est une exception qui est lancée à l'intérieur de ton... excusez-moi, je mélange les mots. Au moment où tu saves ton audit, tu as une exception qui est lancée, je sais pas, ton network qui est disconnect. Qu'est-ce qui se produit au call site de l'appel de la méthode save? Est-ce que l'exception est retournée dans un autre contexte ou est-ce qu'elle... elle va juste bubbler. Même ici, il a fallu que je fasse ça ici pour pas qu'elle brise le test. Okay. Tiens, on peut le laisser ensemble. Là. Comme ça, comme ça, comme ça. Oups. J'ai pas le même clavier que d'habitude. Run, OK. Ce qu'on va voir, c'est l'exception qui revient. L'Audi aurait pu catcher l'exception puis faire d'autres choses avec, par exemple faire des retries, mais dans ce cas-ci, c'est pas ça que je fais. Michael? Si tu lances l'exception dans ton code Ruby, ça va faire la même chose. Ouais. Cool. Allons en TypeScript maintenant.
Donc, j'ai mon audit service qui est à peu près la même affaire que j'avais en Java. Mon users DTO, il a la même structure. L'annotation est presque pareille, mais il y a des grosses différences. La première différence, en fait, je vais passer au travers de l'annotation avec vous ensemble. La première différence, c'est que non seulement ça, c'est bien typé. Est-ce qu'on voit bien? Oui, OK. Non? OK, je vais essayer. OK. Dites-moi lequel vous voyez le mieux. Ça va, hein? Ça, c'est bien? OK, merci. Là, c'est moi qui ne vois plus bien. C'est pas grave. OK, donc, non seulement le premier argument est bien typé, mais le deuxième argument, qui est une lambda, donc ce n'est pas une expression spell, c'est carrément du TypeScript, est aussi bien typé. Donc, vous voyez que le deuxième argument, c'est une fonction qui prend un usersDTO puis qui retourne un array de strings. Et ce n'est pas moi qui ai hardcodé usersDTO ici. TypeScript est assez puissant pour qu'on puisse faire un type d'annotation qui dit le type de la lambda dans l'annotation, ça va être le type d'une fonction qui prend les arguments de la méthode annotée et qui retourne quelque chose d'arbitraire. Dans mon cas, un array de strings. Donc ici, la lambda est vraiment bien typée. Si je fais des typos, TypeScript va arrêter de compiler. Donc, c'est génial. Ça répond à ta question, je pense. Ça, c'est vérifié au compile time. Donc, si tu fais un refactoring et que tes expressions ne suivent pas, tu vas avoir une erreur. Même chose ici, là, si le type de ma méthode change, je vais avoir des erreurs de compilation. Donc, allons voir comment est-ce que le décorateur est implémenté. Puis c'est dans mon fichier qui s'appelle decorator.ts. Donc, il y a beaucoup de choses dans... est-ce qu'il faut que je grossisse le texte? Non? OK, parfait. Il y a beaucoup de choses dans cette fonction-ci. Je vais passer avec vous au travers de tout ça. La première, c'est ces 4 lignes-là qui sont juste des paramètres de type pour que TypeScript, pour que ça soit bien typé. La deuxième, c'est... ce que je veux vous montrer, c'est que audited, en fait, l'annotation audited, c'est une fonction. C'est une fonction qui prend comme paramètre les trucs qu'il va y avoir dans l'annotation. Donc ici, ça prend une action qui a le type de save ou delete, puis ça prend une expression qui a des types de TypeScript. Puis ce décorateur-là va retourner... en fait, le décorateur, c'est une fonction qui retourne une fonction qui retourne une fonction. Tout le monde suit? OK. Donc, le décorateur, quand on va l'appeler, va retourner une fonction qui reçoit la fonction originale et qui retourne une fonction de remplacement. Puis la fonction de remplacement, à chaque fois qu'on va appeler une fonction ou une méthode qui est annotée, c'est elle qui va être exécutée. Donc, notre join point ici, là, en fait, c'est ça ici. Pardon, notre advice, excusez-moi. Advice, c'est ça ici, puis c'est ça qui va être exécuté. Donc, si je reviens à mon audit service, les parenthèses qu'on voit ici, puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec émerveillement. Les parenthèses qui sont dans l'annotation, c'est carrément une invocation de fonction. Ce n'est pas juste une syntaxe particulière, c'est carrément la fonction qui s'appelle audited qu'on invoque avec des arguments et qui va retourner quelque chose qui peut instrumenter notre méthode. Puis même là, regardez, si je m'en vais à la fin de ma ligne puis je rajoute des parenthèses, on peut même continuer la chaîne d'invocation ici. Donc, c'est quand même assez puissant. Contrairement à Java, les décorateurs en TypeScript sont compilés au travers de notre code. Si je m'en vais voir comment est-ce que c'est écrit, audit service, on va voir que mes décorateurs, Save Decorators, sont carrément au travers du code. Ça veut dire que quand on va tester nos affaires, on ne sera pas nécessairement capable de séparer un puis l'autre. Moi, ce que je vous recommanderais de faire, si vraiment vous voulez tester un indépendamment de l'autre, c'est de simplement ajouter un petit flag dans votre annotation audited qui dit disabled ou audit enabled, mettons, puis que vous pourrez désactiver dans vos tests. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter des choses? Moi, je ne suis pas un expert en TypeScript. Il y a peut-être qui... Ouais. J'imagine que c'est ça, mais le pattern que tu as montré au début de Gang of Four qui s'appelle décorateur,
Ouais. Finalement, il y a le même behavior que ce qu'on appelle un décorateur. Et Merci. C'est pour ça. Oui, exactement. Donc, structurellement puis fonctionnellement, ça fonctionne de la même manière qu'un décorateur, c'est juste qu'avec un peu plus d'indirection. Puis même les aspects qu'on a vus dans Spring là, fonctionnent un peu comme des décorateurs. Sont implémentés avec des décorateurs. Cool. Est-ce que, en fait, qui ici avait déjà travaillé avec des décorateurs en TypeScript? 1, 2, OK, cool. Ah, mais 3. Quelque chose que j'ai oublié de dire, les décorateurs en TypeScript, depuis TypeScript 5, sont supportés nativement. Même plus besoin d'un flag Enable Experimental Decorators. Puis, ce qui est implémenté, c'est une spec, c'est une proposition d'extension au langage ECMAScript qui est présentement au stade 3 sur 4. Fait que ça veut dire que ce qu'on voit présentement dans TypeScript, il y a des bonnes chances que ça se retrouve à peu près de cette manière-là dans une prochaine version de JavaScript. Fait que c'est une bonne raison de savoir comment s'en servir. Allons maintenant... en fait, oui, c'est ça. Je vous ai montré comment travailler avec des annotations, mais je ne vous ai pas montré comment faire des point cuts. Avec TypeScript, ce n'est pas supporté nativement. Par contre, si jamais vous le voulez, il y a des libs comme Aspect.js ou TS-Aspect. L'exemple n'est pas vraiment intéressant. Là. Aspect.js, TS-Aspect. Sur Google, il y a des libs qui font un peu des point cuts. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est l'équivalent en Python. On ne passera pas beaucoup de temps dessus parce que c'est presque identique à TypeScript, c'est juste que ce n'est pas typé, fait que c'est moins intéressant. Mais si on va voir, ici, j'ai ma méthode save, il y a une annotation @audited dessus qui reçoit la string save et une lambda. Puis la manière dont c'est implémenté, c'est presque identique à TypeScript, moins les types. C'est une fonction qui reçoit une action puis une expression qui retourne une fonction, qui retourne une fonction. C'est tout ce que je voulais montrer là-dessus. Je ne suis pas un expert en Python et, disclaimer, je suis parti pour cet exemple-ci puis pour TypeScript de quelque chose que O3 a écrit, je l'ai adapté puis j'ai retouché un peu. Donc, ça, c'était comment se servir de des annotations en Python. Si vous voulez faire des point cuts en Python, c'est comme conçu dans le langage. En fait, vous pouvez carrément looper au travers de toutes vos fonctions puis les swapper s'ils répondent à des regex. Donc, c'est un langage qui est assez flexible pour qu'on puisse faire ça sans framework particulier. Vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de boilerplate. Si jamais vous voulez faire beaucoup d'annotations en Python, il y a une lib qui s'appelle AspectLib qui a l'air assez bien, qui fonctionne de cette manière-là. Donc, ça simplifie un peu le fait de faire des aspects ou des advice. Et dernièrement, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce n'est pas une panacée. Ça ne sera jamais la solution qui va répondre à tous vos problèmes quand vous voulez répondre à intégrer des responsabilités transversales dans vos applications. J'aimerais vous laisser avec une liste d'avantages et de désavantages. Premièrement, les avantages qu'on a vus, c'est que c'est peu invasif. On n'a pas eu besoin de modifier le code qu'on avait à instrumenter. La logique d'affaires n'est pas polluée parce qu'on ne met rien dans nos méthodes. Les cross-cutting concerns sont quand même visibles, mais en dehors de la méthode. Ça, c'est si on utilise des annotations. C'est facile à réutiliser puis adapter. Donc, on peut faire des librairies qui proposent des décorateurs ou des annotations, puis ensuite les mettre à des endroits arbitraires. Et ça peut être testé en isolation si vous utilisez Spring ou si vous faites vos annotations en conséquence, par exemple en mettant un flag qui permet de les désactiver pour des tests. Il y a quand même des désavantages. Les désavantages, entre autres, c'est plus compliqué à écrire initialement qu'un décorateur dans le style de Gang of Four ou des design patterns que j'ai montré au début. Ça peut donner des comportements magiques et peu observables, surtout si vous utilisez des join points qui ne sont pas à base d'annotation, parce que vous allez vous retrouver avec des comportements qui n'ont pas leur équivalent dans le code source. Donc, ça peut donner des résultats surprenants ou des choses qui sont difficiles à débugger. Et justement, c'est mon dernier point, c'est plus difficile à débugger parce que quand vous allez faire votre step into, à un moment donné, bien, vous allez arriver dans une couche soit de décorateur, soit de proxy. Je n'ai pas assez d'expérience pour dire si c'est vraiment un problème en Python ou en TypeScript, mais en Java,
avec Spring, ça peut compliquer le débogage parce que des fois, on va rentrer dans des classes internes de Spring, puis là, c'est difficile d'en ressortir. Donc, un petit peu une moins bonne expérience développeur. Finalement, le code QR qui est là, c'est mes exemples de code si vous voulez vous y référer. Puis je pense qu'on a encore 50 secondes pour des questions ou ce que Michael jugerait approprié. Pas à la lettre. OK. J'aurais une question. C'est dans le fond, il y a quelques langages qui supportent des langages intermédiaires, comme Java, c'est du bytecode. Toi, tu t'appliques justement des join points sur le code. Dans ce cas-ci, c'est du runtime weaving. Ça veut dire que c'est fait avec... c'est implémenté avec des proxys qui, eux, sont du bytecode généré, mais AspectJ peut faire du compile time weaving, où là, il va vraiment comme weaver, là, intégrer les advices dans le bytecode des classes qu'on instrumente. Un peu comme TypeScript compile le code à même les méthodes. Pour les autres langages, je ne pourrais pas dire. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, quand même. Mais ma question était plus subtile au fait, c'est-tu possible de faire comme en dehors du code après? En Java, oui. Java supporte ce qui s'appelle la classe retransformation. C'est comme ça que Mockito marche. Mais c'est pas destiné à être utilisé par des développeurs d'applications. C'est plus pour... C'est du debugging, ce que je comprends, ou du tracing. Ouais. En fait, OK, j'ai un bon exemple pour toi. OpenTelemetry, leur lib, ils ont deux versions. Il y en a une qui utilise un peu Spring AOP, puis il y en a une qui utilise un agent. Fait que, ouais, justement, les agents font... Ouais, fait que les agents, ils vont modifier le bytecode pour s'intégrer dedans. Par contre, à ce moment-là, c'est pas fait pour être utilisé par des développeurs d'applications. Oui. Quand tu as rendu plusieurs annotations sur une fonction, comment tu fais pour gérer un peu l'exécution entre tes annotations, entre tes aspects? En Spring, il faut que tu mettes une annotation @order sur tes aspects. En TypeScript, Java, je suis sûr que c'est déterministe, puis je suis sûr que c'est documenté, mais je ne peux pas te dire si c'est de haut en bas ou de bas en haut. TypeScript, c'est du haut vers le bas. OK, haut en bas, merci. Il y a un bout qui m'échappe. Quand tu es allé donc, dans ton audit service, dans ton service d'audit, tu as montré un autre domaine spécifique language qui n'était pas spell. J'ai pas tout à fait saisi à quoi il servait celui-là. En Java? Oui, en Java, oui. OK, attends, on retourne à... C'est vrai, hein, j'en ai pas parlé. Merci. Ben, peut-être un peu, mais j'ai peut-être manqué un bout. Aspect. Oui, celui-ci, hein? Donc, AspectJ language. Oui, c'est le point cut. Puis en Spring, les point cuts sont écrits en AspectJ language, qui est un autre DSL qui sert juste à faire des point cuts. Qui sert à dire, par exemple, voici sur quelle annotation appliquer mon... Oui, puis j'aurais pu dire, mettons, et execution de quelque chose qui est public, puis qui reçoit n'importe quel argument. Ça voudrait dire que toutes les méthodes publiques passeraient par ça? Non, ça veut dire que Spring, il va filtrer tous ses join points quand il va loader. Okay, ouais. Après ça, il va se garder en cache quel advice va sur quel join point. Donc, cette exécution-là, cette annotation-là, elle va être exécutée une fois par join point, par initialisation de l'application. Ouais. Mais ça veut dire que, bien là, c'est un A, c'est pas un OU ici. Ouais. Mais si ça avait été un OU, effectivement, ça aurait été sur toutes les méthodes publiques qui sont sur des beans, qui ne sont pas des auto-invocations, du truc spécifique à Spring. Ouais. En arrière, oui. Admettons, pour tout ce qui est genre tracing, logging, audit, tu sais, genre, je comprends, mettons, que ce genre de pattern-là où ce paradigme-là permet justement d'avoir comme l'observabilité sur, justement, comme étant une side quest. Mais pour aussi les retry, celui-là, je suis quand même intrigué à savoir. J'ai pas Spring Retry sur mon class path,
mais il y a une lib de Spring qui permet de faire des retries déclaratifs. Ce que tu vas dire, mettons, retry for, je sais pas moi, IO exception. Puis là, juste comme en faisant ça de même, ta méthode elle va être retryée avec, c'est une lib, là, elle est plus complexe que ça, mais sur les IO exceptions. Puis ça marche un peu comme j'ai montré tantôt où je faisais un join point.proceed. Là. Ça marche un peu de même. Il a fait, il catch l'exception, il vérifie qu'est-ce qu'il doit faire avec, puis là, il y a un loop dedans. D'autres choses? Merci. Merci.